Ladies and gentlemen, welcome to day 2 of the Canadian Open Data Summit. La cinquième journée du CEGEP. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis Mark Burns et je suis donc votre maître de cérémonie pour les des jours et bienvenue à nos délégués en ligne. Merci d'être avec nous. J'espère que tout le monde s'est bien diverti hier, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez eu la possibilité de visiter Whitehorse un petit peu. Vous savez, une chose intéressante sur les données ouvertes, c'est pas tellement la technologie, et on a eu de très, très bonnes sessions sur la façon dont fonctionne la technologie, on a parlé de CICAM, ce que vous pouvez faire avec ça et comment commencer, mais finalement, en bout de compte, ce qui est vrai, c'est la culture du partage, la culture d'utilisation, de réutiliser et de mettre tout ensemble. C'est intéressant de voir comment on voit différentes innovations où les ensembles de données ouvertes deviennent maintenant un champ d'entraînement pour l'intelligence artificielle et les machines. Vous avez maintenant ces robots qui avalent des tas de données et qui utilisent toutes ces données pour ajouter de l'intelligence à son fonctionnement et commencent à traiter ceci de façon qu'on n'a pas pu voir avant. Vous voyez des choses comme le problème d'art, des mots-clés, processeurs, et aussi vous voyez une photo d'un monkey body et c'est ce que vous avez tapé par le robot. Donc, toute l'idée que nos données tournent des choses de magique et de conclusion, et c'est certainement légitime une utilisation de ces données. Mais maintenant, ça devient un champ de formation ou d'entraînement pour les robots qui font la même chose. Et je crois que ça va avoir des conséquences sérieuses sur la façon dont on utilise les métadonnées et comment on peut rendre de ces données. Donc, tout ceci, je crois que c'est un horizon très, très, très intéressant qui se rapproche de nous d'ailleurs. Donc, merci pour avoir partagé vos idées au cours des derniers jours. Donc, notre premier conférencier ce matin, on a parlé donc des données ouvertes et l'information ouverte. Ça a un effet sur tellement de domaines de la société. Une personne qui comprend en particulier, c'est notre prochain conférencier, Ranch Pillay. Pillay a été élu pour la première fois à l'Assemblée législative du Yukon en 2016 et a été nommé vice-premier ministre et a été réélu en décembre. Il a été descendu en 2021, en avril 2021, et ensuite il a été nommé au cabinet en 2016. Le ministère est en charge du service au développement économique, du tourisme et de la culture, Using Housing Corp, Huron Liquor Corporation et Russian Yukon Corporation. Donc, si vous voulez vraiment vous divertir, c'est la personne à qui parler. Et je dirais que le Yukon Economic Development a été un parraineur de cet événement. Donc, si vous vous divertissez ici, allez remercier le ministre Jean Paulet. Et donc, ceci étant dit, venez accueillir M. Ranch Pillay. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ont voyagé pour assister à cette conférence, le tourisme et la culture, on a des bonnes données pour vous. Vous pouvez faire vos courses de Noël ici, vous avez beaucoup d'options. Et avant que vous partiez, assurez-vous de visiter notre beau territoire. Vous aurez l'occasion d'aller dépenser vos dollars ici. Ceci étant dit, je veux dire que je vous parle des territoires des communautés de conseil. Aujourd'hui, c'est le second jour du sommet de la donnée ouverte et encore, je suis très, très fier d'accueillir l'événement de cette année à Whitehorse, au Yukon. Et donc, accueillir ce sommet, c'est très important pour notre territoire parce que le gouvernement du Yukon et la Société de données ouvertes du Canada a signé un nouvel accord pour améliorer donc la portée donc et l'efficacité donc des données ouvertes pour les entrepreneurs à travers le pays. Donc, on travaille ensemble. On a eu deux ateliers avant le sommet pour bâtir la capacité et donc la sensibilisation dans la capacité des données. Donc, on vous avait encouragé à participer à ce sommet pour améliorer le plan pour les données et pour les compagnies.
Donc, encore, je suis honoré de rejoindre Canada Suppressive Open Data Community ce matin. Pour ceux qui sont en ligne aussi, bienvenue. Et donc, pour discuter avec vous et de s'inspirer l'un l'autre sur les données ouvertes dans le Nord. Encore une fois, ces sessions telles que celle-ci, où on peut apprendre comment avoir plus d'informations dans les organisations et aussi progresser en prenant des décisions plus éclairées sur le sujet des données ouvertes. La technologie et l'innovation deviennent le secteur dans la croissance la plus rapide au pays. Le secteur de la technologie compte 4,5% du produit national brut global et va doubler au cours des 10 à 15 ou 20 prochaines années. Le Yukon développe des capacités et la technologie continue à grandir, représente 3,7% du produit national brut du Yukon en 2020. Donc, je sais que vous êtes surtout ici hier, aujourd'hui et demain. Et pour ceux qui sont dans la pièce de développement économique, si vous avez la possibilité, peut-être que je vais veuillez lever la main pour ceux qui sont dans la salle et allez leur parler. Donc, vous avez peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont voyagé sur ce qui se passe ici, j'ai entendu qu'il y avait de très bonnes discussions avec Data Corporation dans la Colombie-Britannique. Mais encore une fois, ici, certaines des choses que nous avons faites, on est vraiment très, très fiers que ce soit notre Innovation Center et des travaux qu'on a fait sur ceci. Et ça a été un espace de 20 000 pieds carrés qu'on a mis en place pour aider pour leur écosystème et son équipe, a été un grand moteur de ceci. Et pour les personnes qui sont dans le secteur privé qui nous écoutent, a capitalisé un fonds d'investissement pour le secteur de la technologie et avec cet gouvernement de Première Nation à la table, donc des grandes administrations de couronne qui ont investi au Québec et au Canada et ensuite donc on est très, très, très heureux. C'est une chose qu'on a pu faire et accomplir, continue à aider sur ce site, plutôt dans cet espace. Donc, les données sont un outil remarquable qui est viable à la fois pour le secteur privé et pour le secteur public et privé. Encore une fois, ça a prouvé pour avoir des informations dans différentes tendances et dans les opportunités pour les entreprises, pour les nations partout au monde. Mais je vais vous donner un exemple en temps réel pour nous, dans le Nord, quand on pense aux données ouvertes. J'en ai discuté un petit peu ce matin d'ailleurs. Donc, voici un très, très bon exemple au Yukon. Et ensuite, vous pouvez comparer cet exemple à des investissements à travers le Canada, que ce soit dans le secteur technologique ou dans d'autres secteurs. Nous avons une équipe fédérale qui arrive demain et l'un des ministres fédéraux sera ici. On va rencontrer certains acteurs globaux quand on en vient donc aux données critiques. Et ce qu'on va faire en partie, le sondage géologique du Yukon qui travaille dans les mines va faire une présentation et voir certaines des données que nous recueillons et on va donner ces données, mais on donne aussi ceci au secteur, aux intérêts des secteurs privés qui sont ici et là. Ça entame la discussion quand on pense à autres mini-critiques importants. Mais on sait ce qui est en aval, parce qu'on sait ce que ça veut dire pour l'avenir vert. Green Future, c'est très important. On sait qu'à travers le globe, les gens veulent savoir où ils peuvent trouver ces minéraux. Et je peux vous dire que même dans le Nord et même dans le Yukon, nous avons eu, je viens d'une réunion avec un conseiller général, on a toujours des conversations, quand ils viennent, quand ils viennent, qu'est-ce qu'on peut partager avec nous? Donc, on peut prendre des décisions, que ce soit sur d'autres investissements ou d'autres investissements. Quand on voit les projets que nous avons maintenant en cours, nous parlons de 5 à 6 milliards de dollars de CAPEX. Donc, ce sont vraiment des vrais chiffres, des chiffres importants dans ce pays, même dans le territoire où on a une population de 40 000 personnes. Donc, en plus, comme je l'ai dit, quand vous allez pour essayer d'avoir un Google Campus, vous essayez d'avoir un acteur dans ce secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 milliards de dollars. Donc, pour nous, quand on pense qu'on en partage des données ouvertes, on
il s'agit de 5 à 6 milliards de dollars en opportunités. Donc, voilà comment ça commence et comment on partage notre information et à quoi ça mène est très important dans ce qui se passe dans notre économie. Encore une fois, le gouvernement du Ghana a travaillé essentiellement avec les données ouvertes et la faculté de donner accès à cette information au public. Par exemple, l'Open dans le site web vous permet de naviguer dans les données par sujet et vous trouvez des informations sur, par exemple, le prix du logement, des cartes de l'énergie renouvelable et d'autres. Et de façon, donc, on a optimisé le bled des données ouvertes, comprendre, par exemple, les ressources de soins de santé, les, les, la planification, les chaînes d'approvisionnement qu'on peut utiliser pour donc une bonne gestion du trafic dans un climat de technologie, d'expansion technologique. Il est important d'accroître la capacité du Yukon dans la littératie de données, d'avoir de nouvelles occasions d'entrepreneurs pour les gens du Yukon dans les territoires lui-même. Et donc, le gouvernement du Ghana s'engage à bâtir une économie prospère en appuyant la technologie, la croissance de la technologie et l'entrepreneuriat, tout en assurant des mesures de sécurité soient en place pour protéger la confidentialité donc des utilisateurs de données. Aussi, le COMA a nommé des ateliers pour Whitehorse, pour les entrepreneurs et les entrepreneurs de Whitehorse. Encore une fois, on espère qu'en travaillant avec d'autres membres de la communauté de données ouvertes et continuer à mettre en œuvre des programmes multiples et des possibilités de formation, les personnes du Yukon vont pouvoir continuer à s'épanouir dans un marché en pleine évolution. La branche de la technologie et de l'innovation doit appuyer et soutenir le secteur de l'innovation au Yukon. Aider les organisations dans la technologie et dans le secteur de la technologie et de l'innovation reste une priorité pour notre gouvernement. Et je crois qu'en particulier pour nous, quand je sais février, je sais qu'il faisait 25 degrés au centre du Canada, mais c'était assez froid en Colombie-Britannique. Ce que je dirais, ce qui est passé ici, c'est vraiment la qualité de la vie. On n'essaie pas d'encourager 5 000 personnes à déménager au Yukon, mais ce qu'on vous encourage à faire, si vous voulez améliorer la qualité de la vie et avoir c'est de déménager ici, c'est ce qu'on continue à voir. Donc encore, ça, c'est un moteur important pour nous, les gens qui prennent cette décision. Mais vous ne savez pas, je ne suis qu'à 2 heures du centre-ville de Vancouver et je voudrais travailler dans le secteur technologique et je voulais le faire depuis ici. Donc, comment est-ce que je peux faire partie de tout ça? Et encore, c'est ce que fait notre équipe, naviguer ceci et recruter. Donc, par exemple, on est partenaire avec le gouvernement du Canada et Tech Yukon pour appuyer la mise en œuvre du programme d'adoption numérique du Canada et ça va aider 140 entreprises à aller en ligne au cours des 3 prochaines années et accepte des demandes pour des petites entreprises. Dans notre territoire, on continue à travailler avec Yukon University, Kabati et notre partenaire de Première Nation qui ont des formations, des programmes de formation à des étudiants de Première Nation continuent à le faire. En octobre 2022, 50 citoyens de Première Nation se sont inscrits pour leur formation et on sera heureux d'accueillir plus d'étudiants dans cette opportunité d'éducation. Je suis aussi heureux que les associations telles que Tech Yukon, dont la société représente 27 compagnies technologiques dans le territoire, permettent aux personnes du Yukon de donner des progrès incroyables et des services. Yukon University Innovation and Entrepreneurship permet aux innovateurs d'entrepreneurs accès à des laboratoires et des études et des avances dans le déploiement des technologies et la justice sociale, l'action climatique et le développement des ressources. Et de plus, à ces occasions, les développement économique, à travailler dur pour développer une nouvelle stratégie Innovation 50 qui va améliorer la possibilité pour les Yukoniens de grandir. Donc, on a été heureux d'apporter une équipe de personnes de Global. Norm Fraser est une personne qui passe son temps ici. Il est professeur à Oxford et il nous voit. Des gens comme ceci viennent venir dans Yukon et ça aide à nous aider avec certaines des personnes du côté des investissements et du Business Development Canada et d'autres à travers le pays et aussi nos leaders locaux dans cet espace. De plus, à ces opportunités incroyables, nous continuons à nous assurer que dans le système d'éducation et grâce à l'aide que nous avons pour les étudiants, on continue à amener
c'est le but de ce gouvernement de continuer à donner l'élan pour l'expansion et la diversification de notre économie. Notre nouvelle stratégie, et je viens de parler, on va essayer d'attirer donc des compagnies débutantes et ensuite à faire grandir donc, le sommet de cette année, des enseignants et des pionniers de l'industrie qui vont continuer à ouvrir la voie pour les données et la technologie de l'industrie, la croissance. Et je désire pour le Yukon d'être un leader dans ce marché innovant et je suis heureux du écosystème de Yukon, que ça a le potentiel d'aider n'importe quel entrepreneur qui est prêt à apprendre tout ce qui fait le sommet et en faire donc une compagnie naissante. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment. Et encore merci pour choisir le Yukon pour une destination pour cette conférence et passer une très, très bonne journée. Et j'espère que vous pourrez aller voir et visiter certaines des choses remarquables qu'on a dans la ville. Et avant que vous ne quittez Yukon, n'oubliez pas de prévoir vos vacances estivales au Yukon. Merci de votre attention. Eh bien, voici ces deux ministres dans le gouvernement du Yukon qui ont fait preuve d'un engagement pour faire évoluer l'économie du Yukon et le service public du Yukon pour en faire une organisation plus axée sur les connaissances et sur les données. Je dois dire qu'on cherche des gens qui veulent faire partie de cette équipe de données ouvertes. Et donc si c'est dans vos cordes, eh ben, venez me voir, j'adorerais vous en parler. Et maintenant, continuons notre prochain conférencier, John Luigo. John dirige les efforts stratégiques et technologiques de Microsoft Canada, aide les individus et les organisations à travers le Canada à innover avec la technologie tout en évitant les conséquences imprévues qui pourraient survenir. Il dirige la sensibilisation canadienne pour une variété de politiques technologiques, notamment le développement économique, la confidentialité, la sécurité, le gouvernement 3.0, l'accessibilité, l'éthique de l'intelligence artificielle et l'interopérabilité. Il dirige également le programme d'IA responsable de Microsoft Canada et a été l'un des auteurs de la norme nationale d'éthique pour la conception et l'utilisation de systèmes décisionnels automatisés du Canada. Donc, veuillez accomplir, au nom de Microsoft Canada, John Whittle. Eh bien, j'ai tendance à trembler quand je suis au podium, donc j'aime bien marcher un petit peu. J'aime toujours, je vais changer un petit peu. Comme que les gens, John, il se remarquer de l'image que ça fait depuis un certain moment que je suis là. Et peut-être qu'il devrait mettre à jour cette photo. Il y a une chose que je ne mentionne pas, c'est qu'avant de venir à Microsoft, il y a 20 ans, j'ai travaillé au Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et je faisais partie de ligne en ligne du Canada. Et si vous vous souvenez, nous étions le premier pour les années que j'étais là. Il n'y a pas de connexion entre ne plus être numéro un, mais ça me permet d'y penser un petit peu. Et donc, je suis heureux d'être ici pour vous parler des données ouvertes. J'ai travaillé dans le domaine des données ouvertes depuis un bon moment déjà et j'ai pu voir comment les choses ont progressé avec le temps. C'est un petit peu une partie, combien d'entre vous pensent, combien de gens ici estiment qu'ils se connaissent bien les données ouvertes? Beaucoup pensent qu'ils sont très à l'aise avec les données ouvertes. Oh, beaucoup moins. Combien d'entre vous pensent qu'ils sont experts dans les données ouvertes? Donc, on voit ceci et quand on parle des gens sur cette idée des données, les gens qui publient des données et qui mettent des données dans la communauté, ils se voient comme qui sont les données d'une organisation et contrôlent et qu'ils sont les gardiens de ces données, mais ils se voient aussi comme les gardiens des données ou bien les défenseurs des données et de travailler d'une façon et que peut-être mes enfants quand ils pensent. Le Lorax qui travaille donc l'arbre et que dont tout le monde a besoin, eh ben, on est bientôt, parce que l'âge des données, parce que les données,
que tout le monde a besoin. Donc ce matin, je vais discuter un petit peu avec vous de ce qui fait partie de l'histoire des données ouvertes au Canada, où on voit certains des points d'inflexion pour les données ouvertes au Canada et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour les données ouvertes au Canada dès qu'on prend ces étapes, ces actions positives. Maintenant, je veux que vous reteniez une chose de ma session. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les données ouvertes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons des outils fantastiques, la technologie, des structures de gouvernance qui nous permettent de progresser et d'aller prendre l'avance sur les autres. J'aime m'inspirer des exemples internationaux dans les données ouvertes, mais je veux entendre plus d'exemples des données, je veux entendre surtout des succès canadiens, et donc peut-être qu'on pourra vraiment s'inspirer de cette innovation qui nous anime aujourd'hui. Y a-t-il des boutons ici? Donc, un bref aperçu de données ouvertes au Canada. Savez-vous quand ça a commencé au Canada? Ce sont en 2009, ils ont ouvert un catalogue des données ouvertes et un expert des données ouvertes. C'est lui qui a commencé ce mouvement. Donc, merci, Machine, on a pu trouver ce site. Ensuite, nous avons Toronto, le centre de l'univers de Toronto, évidemment. Ensuite, il y a Edmonton qui est arrivé. Je ne sais pas quel bouton j'utilise ici. Voilà. Je dois être plus près. Le catalogue des données. Ensuite, le gouvernement du Canada est intervenu. Il y a eu son catalogue des données ouvertes et je ne pouvais pas trouver le site de 2011, que je m'en excuse. C'est le site de 2015. Ensuite, la Colombie-Britannique. Ensuite, Montréal a embarqué. Donc, c'est ce que j'appelle la toute première époque des ouvertes données. Donc, les communautés, les gens sur le terrain qui commencent à adopter donc, les données ouvertes et on essaie de savoir qu'est-ce que ça veut dire ces données ouvertes et faire sortir donc, les données. Et donc, ça a été un champ de rêve. Et donc, on va sortir des données, on ne va pas les regarder. C'est là et les gens vont les utiliser. Et les gens vont bâtir des applications. Donc, on a fait des tas d'applis. Il y a eu cette appli qui a été faite pour Translate BC. Je peux vous citer aussi un meilleur horaire des transports en commun qu'une ville peut se développer, mais toutefois, ça n'a pas été utilisé. Il y a des tas de raisons pour ceci. Des codes, il fallait des codes, et puis la fierté, le contrôle. Ensuite, on arrive à la seconde époque. Donc, 10 années se sont écoulées. Donc, avant ces 10 ans, les gens donc, où les sites de données ouvertes, et on voit que des sites fleurissent un petit peu partout, et même le Yukon a son site de données ouvertes. Par exemple, le Yukon avait des données ouvertes bien avant 2019, mais on a vu des résurgences des données ouvertes en année 2019 avec Vancouver qui a relancé son site, Edmonton qui relance son site en mettant de nouveaux outils. Donc maintenant, vous avez des outils graphiques, vous pouvez des données qu'on peut utiliser, en particulier le site d'Edmonton. Et donc, tous les arbres dans la ville, tous les arbres avec des fruits comestibles, vous avez pu voir des centaines d'arbres. Et donc, c'est donné à bon usage. Donc, ça a été une très bonne journée. Mais aussi, maintenant, on est dans la seconde ère, il faut savoir, qu'est-ce qu'on voit sur ces sites? Je m'excuse à des collègues du secrétariat du Conseil du Trésor. Aujourd'hui, c'est le Pick Portal. Donc, je vois ce portal. Et donc, quand je vois donc qu'il y a un site, il y avait 8500 sites de données et je crois qu'ils ont baissé. Je crois qu'on a aujourd'hui, il y en a 4000 de moins. Et il y en a peut-être 30 000 ensemble de données. Et la majorité des Natural Resources du Canada, les Statistiques Canada, et donc beaucoup de graphiques, ces années de données. Et ensuite, grâce à d'autres géographies, nous avons des ensembles de données de ceci. Mais soyons clairs, je comprends les tables d'impact pour les données ouvertes. Donc, il y a beaucoup de façons dont on peut mesurer ceci. Il y a des impacts de Microsoft. On fait donc les impacts de quelqu'un. C'est un peu douteux. Et quel est l'impact de ces choses? Mais j'ai regardé sur les applications. Il y a 102 applications dans la bibliothèque.
Sur 102, il y en a 62 qui viennent du gouvernement du Canada, 35 sont publics et 5 appartiennent à des organisations. Et si on clique sur cela, il y a plusieurs versions 9 qui ont été développées dans différents camps de travail du gouvernement. Et quand on les trouve, parfois certaines d'entre elles, on ne peut rien faire avec, mais il y en a, parmi les 35, il y en a 5, une qui est de 5 étoiles. Quelqu'un a construit cette application, l'a mis et l'a promu. On a fait la promotion et lorsqu'on regarde du design, il faut faire un meilleur travail pour pouvoir projeter l'idée qu'on fait un travail sérieux. Et voici la communauté, par exemple, à laquelle on veut établir une relation. Je ne critique pas ici, je fais seulement une observation. Et lorsqu'on avance dans la deuxième époque, la deuxième ère, à l'étape 1, nous avons mis à jour les jeux de données. On s'améliore au niveau des versions. Et donc, on peut ainsi revenir en arrière, aller à la version antérieure et naviguer ainsi. On fait des efforts aussi, des améliorations au niveau pour ajouter de l'information contextuelle. Et cela est très important lorsqu'on avance dans un univers de données. Il faut absolument mieux comprendre le contexte des données avec des outils clairs qui sont retirés d'un site web et qui sont appliqués pour un projet en particulier, un certain esprit de projet. Alors, il faut absolument avoir une meilleure information contextuelle. Ensuite, nous avons amélioré les réparations des jeux de données qui étaient brisés. Et ce sont des processus qui catalysent. Ainsi, aujourd'hui, on peut aller à la bibliothèque de codification et vraiment l'utiliser pour des projets concrets. Il faut absolument changer les méthodologies dans ce domaine. Par exemple, sur les hackathons, pour vraiment bâtir des projets et des programmes de mentorat pour les communautés et vraiment atterrir dans des applications concrètes. Est-ce que ça va bien pour l'instant? Une autre chose qu'on oublie souvent, c'est les relations du gouvernement avec le secteur privé. Est-ce que certains connaissent les clusters d'innovation du programme, qui est un programme fantastique du gouvernement du Canada, investi des milliards de dollars pour identifier 5 secteurs clés. Donc, il y a la technologie numérique, le supercluster de la technologie numérique, le supercluster des industries alimentaires, des protéines, les superclusters des manufacturiers d'une prochaine génération. Et l'idée était de créer un environnement de données qui puisse fonctionner pour les différents acteurs de l'industrie. Alors, l'idée était de partager l'information, les données à travers les industries pour pouvoir construire cela. Qu'est-ce qu'il y a dans la supercluster d'industrie alimentaire? Il y a les températures, les pH, le type de pesticides ou de fertilisants qui contribuent justement à une connaissance sur l'environnement agricole, par exemple, les gens qui travaillent dans le secteur du maïs. Souvent, le John Deere ne parle pas avec Caterpillar. Alors, on essaie, dans ces environnements, on essaie de partager les informations et les données. Dans le supercluster sur les océans, on a essayé de bâtir un jumeau de la baie de Fundy. Imaginez cela. Et comment reproduire la baie de Fundy
Car si l'on crée un niveau de résolution, ça peut être un héritage qui peut être donné aux enfants de cette région ou partout au Canada. Ils peuvent naviguer cette région de façon géographique et mieux la connaître. Et si on réussit avec une résolution au niveau terrain, les gens seraient prêts à payer pour cela. Alors, comment on peut, par exemple, mener des projets de construction, d'édifices, de bâtiments à ce niveau? Et il faut évidemment s'assurer d'avoir une résolution parfaite, perfectionnée. Et évidemment, il faut absolument connaître bien l'état du terrain pour, par exemple, pour mettre de l'avant des critères de sécurité et autres. Mais pour toutes les parties prenantes entourant ce projet ou impliquées ou concernées par ce projet, on n'a pas réussi à aller de l'avant avec un plan d'action. Il y a aussi toutes les régions où on fait des explorations, exploitations en mer, dans le sous-sol marin. Évidemment aussi des efforts à ce niveau-là pour mettre de l'avant des projets et mieux connaître les données. Il faut aussi recontextualiser les données ouvertes. Les données, ce n'est pas du pétrole. Il faut faire des virages dans le paradigme. Les données ouvertes ne sont pas seulement pour le gouvernement, elles doivent être ouvertes aussi pour l'ensemble du public, la population en général. Les besoins des données n'ont pas besoin d'être hautement exacts. Toutes les données n'ont pas besoin d'être toutes gratuites. Il faut commencer à reconnaître l'existence des données en streaming qui ne sont pas des données statiques. Il y a des communautés d'intérêt autour des données. Toutes les données n'affectent pas nécessairement la confidentialité ou la vie privée. Alors, il y a souvent, on ne parle pas de données personnelles. Des fois, on parle de connexion entre les communautés des petites villes. On ne fait pas comme les films à Hollywood. On ne surveille pas les gens. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Mastodon où on voit les gens se déplacer dans différents réseaux sociaux comme nos enfants? Alors, il y a des environnements changeants. Alors, il n'y a pas un seul gagnant. Et évidemment, toute la question de construire les jeux de données pour un usage précis. Il y a des innovations qui transforment notre vision. Il y a des feuilles de données pour transférer sur des jeux de données. Il faut identifier le contexte d'une collection, quelles sont les autorisations pour l'utilisation d'un jeu de données, mieux comprendre comment on peut les utiliser. Il y a aussi une question de confidentialité différenciée. Il faut s'assurer de protéger la vie privée de certaines personnes. Pour aller au-delà, il y a plusieurs techniques de déidentification. Un ami à moi à Ottawa a bâti une compagnie pour construire des données sécurisées. Si on le met dans un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de bâtir un jeu de données qui ont les mêmes caractéristiques que le jeu initial de données, mais avec une sécurité sur la vie privée. Et ainsi, on peut arriver avec des jeux de données qui peuvent être utilisés avec confiance. Plusieurs recherches qui sont développées aussi sur les petites données et comment réussir à développer des mécanismes de réponse rapides. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré.
où l'apprentissage peut être basé sur le raisonnement des données, mais sans y avoir accès. Il y a aussi plusieurs enjeux autour de les structures de gouvernance des données. Il faut absolument créer un climat de confiance avec ceux qui collectent des données, les utilisateurs des données, établir des dialogues, des conversations sur les données. Qui a l'autorité sur les données et aller au-delà de cela? Et Martin McDonald de CG et parle comment vraiment créer des environnements de collaboration sur les données. Il y a aussi le conseil de stratégie du gouvernement pour identifier le type de données. Quand on parle de gouvernance des données, cela tend vers la gestion des données, mais c'est aussi la collecte et l'entreposage des données et toutes les différentes infrastructures nécessaires pour répondre aux différentes caractéristiques de données. Si je peux parler un peu de la campagne de Microsoft sur les données données. Nous sommes l'hôte de différents processus par rapport à SICAN et DECAN et appuyons le processus d'ouverture des sites de données et nous travaillons avec d'autres acteurs des communautés. Nous avons rafraîchi et mis à jour notre campagne de données ouvertes pour nous assurer, par exemple, un accès plus universel, entre autres pour les personnes vivant avec un handicap. Les données doivent être ouvertes, transparentes. Deuxièmement, les données aussi favoriser les connexions, les collaborations. Alors, il faut absolument nous assurer qu'on rende les outils plus faciles à utiliser. Il y a aussi toute la question du gardiennage et de la gestion des données, évidemment l'améliorer et pour améliorer les connexions. Il y a aussi le moteur de recherche de Microsoft sur les données pour l'utiliser dans différents environnements, sur les comportements, sur la santé et les informations de la santé. Lorsque je parle d'intelligence artificielle, il y a peut-être une image qui vient de ce robot qui nous poursuit partout, qu'on voit à Hollywood. C'est peut-être Will Smith caché dans ce robot, mais on a une perception négative. C'est pour dire des données et du rôle des gouvernements dans cela. Si le Canada va saisir l'opportunité par rapport à l'intelligence artificielle, il faut absolument construire une confiance, renforcer les habiletés sur la technologie et l'intelligence artificielle pour réussir à surmonter les préjugés. Le Canada est vu comme une grande nation à propos de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les domaines dans lesquels on met l'emphase? Et vraiment, ça se résume sur les éléments de fondation des données. Il faut comprendre les données, il faut reconnaître le contexte de collecte, les différents préjugés qui existent, les biais qui existent par rapport aux données. Parce que tous les raisonnements vont être basés sur cela, fondés sur cela. Et parfois, lorsqu'on regarde les instituts nationaux de santé, ils ont des jeux de données importantes, massifs. Il faut absolument, par exemple, que ces données soient utilisées pour faire un diagnostic des cancers du poumon, des maladies du poumon. Le régime d'intelligence artificielle, il faut s'assurer qu'on la bâtit sur les bonnes données, des données fiables. Et voici les principes de l'intelligence artificielle, la justice, la confiabilité, la sécurité, la confidentialité, la sécurité, l'inclusion. C'est ce qui est nécessaire pour prendre des décisions parce qu'il faut assurer que la population générale a les outils pour prendre des décisions. Et voilà comment apparaît ce standard, cette norme des conceptions éthiques sur les systèmes de décision automatisés. Et l'idée ici de les aider et les soutenir pour développer des outils d'intelligence artificielle pour les organisations.
Évidemment, l'idée de l'intelligence artificielle ainsi que les données, c'est de pouvoir transformer le monde pour le meilleur, un meilleur monde. Comment on réussit à travailler l'IA pour la planète, pour l'accessibilité, pour des actions humanitaires. Et c'est pour ça que j'utilise PowerPoint, parce qu'il y a tellement de différents axes sur lesquels travailler. On peut travailler sur le patrimoine culturel grâce à l'IA, etc. Il y a aussi l'exemple de Terramera, qui est un centre mondial pour l'agriculture régénérative. Comment on utilise, par exemple, les déchets agricoles, utiliser des applications de précision par rapport aux fertilisants, comment on peut faire un suivi, comment on peut être des meilleurs gestionnaires de la planète. Comment on les fait converger dans des équipements qui agissent sur le terrain et les améliorent pour prendre soin de la planète. Il y a plusieurs centaines de projets qui ont été proposés dans ce cadre à la Colombie-Britannique pour utiliser les données et ainsi que l'intelligence artificielle pour bâtir un plan d'action à ce niveau. Alors, il y a aussi le projet du traducteur Microsoft en travaillant avec les communautés autochtones en particulier pour avoir justement une approche diversifiée en termes de langue, en utilisant différents dialectes, Inuktitut, Inuktitut, Inuktitut. Alors, le mettre dans le logiciel et le logiciel fonctionne pour avoir des traductions l'une à côté de l'autre, pour avoir des traductions accessibles dans les deux langues. On peut travailler avec les aînés, avec la jeunesse, pour bâtir avec eux, avec les communautés, cette innovation et de façon aussi à assurer l'étendue de l'accès aux données dans différentes langues partout au pays. Et la langue romaine, par exemple, a certaines caractéristiques et il y a certaines langues, évidemment, autochtones qui n'utilisent pas ce cadre de la langue romaine ou latine. Donc, comment réussir à surmonter les difficultés en termes de traduction. Donc, il faut établir des liens avec les communautés pour vraiment arriver à une langue précise et qui soit apte à traduire leur réalité. On utilise aussi des outils sur la confidentialité différenciée. C'est l'idée de bâtir ici la confiance, par exemple, avec l'Institut sur le cancer, comment on sauvegarde les données et comment on réalise de grandes recherches sur le soin en cancer. Et par exemple, lorsqu'on fait le parallèle avec les banques, ils ont une histoire et ils maintiennent leur environnement de données de façon à encrypter et protéger les différents jeux de données qui restent toujours en place, mais qui sont liés entre elles. Et il y a aussi une approche de confidentialité qui fait fonctionner un algorithme. Et l'idée est ici de pouvoir discerner où il y a un trafic humain, où il y a des enjeux de confidentialité. Et cela arrive ici au Canada de façon à pouvoir protéger la vie privée. Et il y a plusieurs, évidemment, opportunités pour le partage des données, mais il faut s'assurer de maintenir cette confidentialité et le respect de la vie privée. On en a parlé un peu hier de ce qu'on appelle les ressources computées pour, par exemple, faire face aux enjeux de la crise climatique. Il y a plusieurs des catalogues de données, API, des hubs, des applications que nous lançons et diffusons, disséminons partout sur la planète. On le fait aux États-Unis, par exemple, sur les bassins versants, les eaux, et comment on réussit à partager de façon ouverte l'information et les données dans les applications informatisées pour pouvoir avoir de meilleurs points de vue, une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain en matière de climat. Je ne sais pas comment ça se passe avec le climat, avec le temps qui m'est alloué. J'aimerais laisser du temps quand même pour les questions. Mais quelles sont les choses qu'on peut faire aujourd'hui?
La première, je pense, c'est le développement et le renforcement des capacités. Il faut partager la perspective avec nos chefs, nos dirigeants, nos décideurs politiques et comment ceci peut-il aider à façonner les discours par rapport à la gestion des données. On a eu plusieurs discussions par rapport au renforcement des capacités. On parle des habiletés de codification, par exemple. Mais il faut aussi penser d'une autre façon. Comment réussir à renforcer les habiletés pour que les gens comprennent l'importance de cela, des données, les décideurs politiques, les universitaires, les équipes d'intelligence artificielle, etc. Il faut ajuster le cadre de référence aussi. On peut surmonter des obstacles à ce niveau pour participer à alimenter des discussions, des dialogues par rapport aux enjeux de confidentialité. Nous avons des besoins de réparer certaines problématiques à ce niveau de confidentialité. Il faut évidemment déterminer des outils de mesure appropriés, les identifier, les bâtir. Il faut évidemment construire la confiance au sein de la communauté, qu'il y ait confiance en l'information, les données, non seulement par rapport aux publications, mais aussi au partage des données. Le mot ouvert ne devrait pas être un obstacle à l'idée d'être plus ouvert. Peut-être qu'il y a ici dans un domaine de la recherche, il est possible de partager plus ouvertement, mais dans d'autres contextes, un peu moins. Souvent, on pense que le ciel est la limite, mais la portée des initiatives doit être bien analysée et améliorée. Alors, il y avait toute cette idée du progrès audacieux des initiatives, mais comment aller de l'avant? Souvent, c'est petit pas à petit pas, sou- aller au-delà du discours et vraiment prendre et avoir le courage de faire chaque pas, prendre chaque pas à la fois. Et c'est beaucoup d'opportunités dans ce domaine, donc de l'IA pour renforcer les habiletés, pour saisir les opportunités pour vraiment consolider les outils qui se dégagent de cette approche de gestion des données et de l'intelligence artificielle. Alors, on peut ouvrir la période pour les questions. Merci. Merci. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je suis James Dillard et je suis un chef de Full Chief Première Nation et je me souviens des jours où on parlait de nos données dans nos communautés, comment le gérant. Et je réalise que initialement, plusieurs compagnies de données ne comprennent pas comment et vers où allaient nos données et comment interagir avec le gouvernement fédéral. Même chose avec Microsoft ou Google. Nous sommes évidemment à une étape complètement différente. Aujourd'hui, les gens sont plus éclairés, plus intelligents par rapport aux données ouvertes, mais aussi par rapport au sujet de la souveraineté des données. Je travaille avec ma première nation et on débute un grand projet avec cet angle de la souveraineté des données, avec le centre de formation et les clés sont les partenariats que nous les partenariats que nous établissons. Il y a ici un seuil, comment réussir à aborder les enjeux collectivement, en dialogue. Lorsque Microsoft travaille avec les communautés, on le voit, c'est assez prévalent dans la région de Colombie-Britannique. Et je suis d'accord avec la majorité des enjeux que vous avez présentés et je crois que ça fait sens. Mais j'aimerais entendre quels sont le type de partenaires sur lesquels vous travaillez, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles initiatives vous pouvez vous venir avec les communautés autochtones basées sur cette économie du savoir et comment bâtir ce climat de confiance pour travailler ensemble. Oui, c'est une fantastique question et nous travaillons très fort là-dessus. Quelles sont la meilleure approche et les meilleures relations qu'on peut établir? D'abord, il faut reconnaître que nous avons besoin de reconnaître l'individualité de chaque région et chaque communauté autochtone, car nos expériences dans le passé
parfois, nous mettons d'avant un programme qui nous indique qu'il faut rejoindre une communauté donnée. On met sur pied un programme et comment on l'amplifie, le programme, on monte son échelle, mais souvent, on se rend compte que ces programmes ne prennent pas en considération la réalité concrète d'une communauté donnée. Identifier comment elles travaillent, comment elles établissent et interagissent dans des cadres de partenariat. Le deuxième niveau, c'est la question du renforcement des habilités, non seulement des habilités technologiques, mais aussi de comment comprendre l'impact plus général euh, su- sur le bien-être des communautés, parce que ces outils sont aussi des armes. Alors, lorsqu'on ouvre cette boîte de Pandore, on se réalise très rapidement que souvent, ils n'ont pas nécessairement le même niveau d'expérience, d'habileté ou de compréhension du contexte général et qu'il faut absolument, il faut par exemple travailler plus à fond, d'une façon différente sur le super cluster sur la côte de Colombie-Britannique qui va tout le long de la côte, comment nous réussissons à identifier son objectif et clarifier et comment nous le travaillons ensemble avec la communauté et comment on renforce les habiletés et les compétences dans les communautés de façon à nous-mêmes comprendre aussi quels sont les besoins parce qu'évidemment, on entend toujours ce proverbe, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Donc, alors, il y a évidemment une intention de reconnaître les différentes approches en fonction des différentes localités. Euh, euh, et donc, il y a plusieurs approches pour vraiment impliquer les communautés. Par exemple, le projet sur le projet de données, on parle avec TimTech et la Tahltan, Première Nation Tahltan, sur les différents marais et comment on identifie comment la communauté peut gérer ce projet et développer les outils qui sont nécessaires pour la réussite de ce projet. Et on, évidemment, vraiment, notre emphase est vraiment porte sur l'humain. L'humain est au cœur de nos approches, c'est clair. Merci. Bonjour, John. Présentation fantastique. Plusieurs gens ici étaient captivés en écoutant l'histoire. C'était fantastique et souvent on l'oublie. Ma question, et je donnerai un contexte au début. Vous avez dit que le Canada était au premier rang, mais qu'on n'est plus là, qu'on n'est plus au premier rang. Et la liste sur la dernière diapositive, c'est une bonne liste, mais il me semble que ce sont des normes minimales, des prérequis. Ce n'est pas une liste audacieuse. Et cela nous ramène, on n'a pas nécessairement à viser être le premier rang, mais peut-être comment on peut arriver dans les 5 premiers. Vous m'avez vraiment ici acculé au coin au coin du mur. Et vraiment, il faut être très attentif par rapport à nos partenariats, en particulier lorsqu'il y a ici des représentants du gouvernement. Il faut être franc, évidemment, et honnête. Je crois qu'il y a un virage culturel ici. Il faut être audacieux, il faut être rationnel, il faut évidemment occuper le podium. Et c'est notre objectif. Et il faut bien comprendre l'objectif et pour réussir à l'atteindre. Il faut évidemment changer la façon comment nous menons nos projets, la façon comment ils sont conçus. J'ai utilisé l'exposition, l'application sur l'exposition à la COVID. Nous avons développé une application avec des développeurs externes. On a travaillé avec Apple et cela est révisé par la Commission sur la confidentialité et c'est adopté par le gouvernement qui endosse cette application. Et comment évolue cette application dans le temps? Et réellement, à certains moments, cette application peut sauver votre vie. D'ailleurs, il y a eu 3 millions de téléchargements de cette application. C'est important. Et il faut réussir à trouver des nouvelles stratégies pour diffuser, disséminer ces applications, inviter la population à utiliser ces services. Et lorsqu'on parle des événements critiques,
Par exemple, on parlait des sites en ligne des gouvernements, c'était par rapport à la livraison des services à la population et on identifiait les étapes 1, 2, 3 et on essaie d'établir les connexions. Et lorsqu'on trouve un individu à Calgary qui a besoin d'une indication et comment réussir à le soutenir lorsqu'il fait un parcours vers le SDC, et comment appuyer les différentes approches et démarches. Et lorsque j'arrive, quand j'arrive avec mon compte CRA pour vérifier ma fiscalité, mes déclarations d'impôts avec l'ARC, comment réussir? Il faut absolument trouver des stratégies consciencieuses par rapport à cela. Merci à tout le monde. John, très bien, merci beaucoup. Donc, les choses intéressantes. Donc, merci John pour partager un point de vue aussi large sur où on était, où nous allons et les idées. Ce n'est pas seulement la technologie, il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans cet espace pour que tout ceci fonctionne. Publier les données, c'est un phénomène un peu culturel et utiliser ces données commence à devenir plus politique, technicalité et comment on peut en faire une solution pratique.